Donc tout d'abord, je me suis rendu compte tout à l'heure que j'avais oublié de me présenter. Donc je suis Rosemarie Di Donato. Je suis directrice de Resacop. Resacop, ça veut dire le réseau Rhône-Alpes d'appui à la coopération internationale. Et c'est une structure qui a comme mission de pouvoir informer, conseiller, accompagner et faciliter la mise en réseau de toutes les organisations et je dirais toutes les personnes de bonne volonté qui s'intéressent aux questions de coopération et de solidarité internationale ou qui souhaitent mettre en œuvre des projets. Resacop est un groupement d'intérêt public qui a 25 membres fondateurs. Et donc je cite juste ceux qui sont présents dans la salle. La région Rhône-Alpes, la ville de Grenoble, Humacop, la ville de Chambéry et Forum Réfugiés COSI. Et je pense que j'ai dû faire... Culture et Développement, qui me fait un petit coucou, que j'ai... Excuse-moi Valéria. Et donc voilà. Et voilà, qui du coup permet de mettre aussi... en synergie, en articulation, des compétences très différentes, qu'elles soient des compétences de collectivités territoriales ou d'acteurs associatifs, de centres de formation, d'universités, d'établissements publics, voilà, autour de faire grandir les questions de coopération et de solidarité internationale dans notre région. Alors déjà, merci beaucoup à toute l'équipe du MACOP d'avoir prévu cette séance, qui nous permet, en fait, une avant-première, puisque ce qui sera montré aujourd'hui, en tout cas, n'a pas été montré par Resacop. Je ne sais pas si les structures productrices l'ont déjà fait, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on montre ces reportages. Et la première question, c'est de savoir comment ça se fait que Resacop a co-organisé, en tout cas peut montrer aujourd'hui ces reportages sur cette question des relations, en tout cas qui permet de faire avancer la relation entre journalistes et acteurs de la solidarité internationale. Alors, pour ne pas être trop longue, pour avoir justement plus de temps avec les trois équipes que je vais vous présenter aussi tout de suite après, vous dire qu'on est partenaire depuis 2013 d'un projet européen dont le nom d'origine était Communiquer en réseau pour le développement, qui depuis a pris un nom de marque. Ça s'appelle Dev Reporter Network. Et ceux qui s'intéressent, qui sont intéressés pourront retrouver, déjà en tapant dans Google Dev Reporter Network, les blogs qui ont été développés dans ce cadre-là, que ce soit les blogs de nos partenaires européens ou le blog français. Donc c'est un projet qui est porté par la Fédération catalane des ONG de développement, en partenariat avec Resacop, mais également avec un partenaire italien, le consortium des ONG piémontaises. Et on espère bien aussi qu'à travers les partenariats avec ces trois plateformes, entre ces trois plateformes, ça permette aussi de créer des articulations, des partenariats entre organisations de chacune des trois régions. Alors, pourquoi ce projet Dev Reporter Network ? J'utilise le nom de marque. En fait, ça partait d'un certain nombre de constats qui seront sûrement réévoqués, qui ont été évoqués à Annemasse l'année dernière, qui seront sûrement réévoqués demain. Constat qui montrait que finalement, quand on parlait d'humanitaire, qu'on parlait d'international, de relations internationales, de coopération, jusqu'à une époque récente, qui n'est pas complètement finie, mais ça va mieux. En tout cas, jusqu'à une époque récente, les images qu'on voyait dans les médias ou ce qu'on pouvait lire dans les médias, c'était souvent en fait l'aspect sensationnel entre guillemets, c'est-à-dire les crises, les conflits, les images un peu misérabilistes. Et aussi bien nos collègues espagnols que italiens et nous-mêmes, on était un peu attristés, sinon énervés,
de voir surtout ces images-là ou ces textes-là, en tout cas ces représentations-là qui étaient renvoyées et finalement qui, de notre point de vue, ne parlaient pas du travail que font notamment les organisations de solidarité internationale et de développement sur le terrain. Et donc ça, c'était une première chose. Et puis, par ailleurs, la plupart d'entre vous, si vous voyagez, si vous allez dans les pays dits en développement, vous pourrez aussi témoigner que on voit de tout. C'est-à-dire qu'il y a des situations de pauvreté, bien sûr, mais qu'il y a aussi une envie d'agir, il y a une envie de pas juste attendre que l'aide tombe du ciel, et que cette énergie-là, cette envie de faire, cette envie de se développer, finalement, on la voyait très peu, et on la voyait presque pas. Et que nous, on avait envie, en tant que plateforme, de faire aussi connaître et donner à voir un visage peut-être plus proche de la réalité, de ce que sont aujourd'hui les sociétés et les populations que je vais continuer à appeler du Sud, parce que je n'ai toujours pas trouvé de bons termes, en tout cas celles de nos partenaires lointains. Et pour arriver à travailler sur cette transformation quelque part de l'information et de la communication sur ces questions-là, on s'est dit, on ne peut pas juste avoir la prétention de dire aux journalistes « vous ne devriez pas faire ça », d'ailleurs parce que les journalistes, ça a aussi été dit tout à l'heure, les journalistes, il y a X journalistes, il y a X type de journalistes, donc il n'y a pas un stéréotype du journaliste. Et de toute manière, nous, on n'allait pas juste dire aux journalistes qu'on rencontrait, mais non, c'est pas ça qu'il faut faire, ou leur donner des leçons sur leur métier. Parce qu'on pensait bien qu'on n'allait pas se faire bien recevoir, de la même manière qu'on n'aime pas toujours qu'on vienne nous dire comment bien faire notre métier. Et donc l'idée de départ, ça a été de dire il faut qu'on travaille avec des journalistes pour ensemble essayer de produire une information qui rende mieux compte de ces réalités, des réalités qu'on rencontre dans le Sud et qui sont des réalités aussi positives, optimistes, et pleine d'énergie. Et donc ça a été vraiment ça le départ. C'est ça qu'on a commencé à travailler, d'une part dans chacune des régions. Je ne vous cacherai pas que c'est en France le plus difficile, que nos amis espagnols et italiens sont beaucoup plus avancés là-dessus que nous-mêmes, en tout cas au niveau Rhône-Alpes. Et ensuite de pouvoir faciliter à partir de cette mise en réseau avec des journalistes, mais aussi avec des acteurs de la solidarité internationale, ce travail déjà de meilleure interconnaissance, de mieux comprendre le métier des uns et des autres, ce que chacun met derrière les mots, parce qu'on s'est rapidement aperçu qu'il y avait des questions de vocabulaire, comme souvent, et que à partir de cette compréhension, je dirais mutuelle, qui s'améliorait, de pouvoir aussi faire un travail d'interrelation entre les trois régions et permettre à des journalistes français de aussi communiquer avec des journalistes italiens, espagnols, et peut-être même au-delà du travail qu'on pouvait faire ensemble, eux-mêmes de pouvoir s'investir sur ces questions entre journalistes. Alors je ne vais pas vous citer toutes les activités qu'on a mis en œuvre. Pour ça, je vous renvoie sur le blog. Alors je me tourne vers Romain, donc je suis accompagnée avec un de mes collègues, Romain Desgrands, qui est notre animateur réseaux sociaux, et qui pourra me souffler à quel endroit il faut que vous alliez cliquer pour trouver les informations. Là, je vais surtout développer cette activité qui nous amène à être ensemble ce soir, qui est donc une activité autour d'une production commune entre des journalistes et des acteurs de la solidarité internationale. Et donc l'idée, ça a été de dire, ok, on peut réfléchir ensemble, on peut se donner des règles de travail en commun, mais ça serait bien aussi qu'on puisse expérimenter, parce que on n'apprend jamais mieux qu'en essayant de faire ensemble. Et donc, on avait prévu un petit financement dans chacune des régions, qui était de 30 000 €, pour justement permettre la réalisation
de reportages qui correspondent mieux à cette idée qu'on a envie de faire progresser et du changement de représentation qu'on a envie aussi de faire avancer dans ce qu'est aujourd'hui les dynamiques de développement au Sud. Et donc, on a lancé un appel à propositions. En France, on a eu le plus grand nombre de propositions, on a eu 38 propositions. Et là-dessus, il a fallu en choisir 6. Je vous rassure, il y a eu un jury tout à fait, pas intransigeant, mais objectif, qui était un public dans lequel on avait à la fois des journalistes, des collectivités territoriales, des associations qui n'avaient pas déposé de projet. Et donc là-dessus, on a retenu 6 reportages, parmi lesquels les 3 qui vont être présentés ce soir, en tout cas dont on va vous parler ce soir. Et donc je découvre un peu aussi avec vous en même temps le fruit de ce partenariat, sachant qu'une des conditions, c'était que les reportages qui étaient présentés et financés reposaient sur ce binôme acteur de la solidarité internationale et journaliste. Et bien sûr, en espérant que cette collaboration puisse s'établir, on a vu qu'il y avait des hauts et des bas. Je pense que ça fera aussi partie des témoignages et puis aussi peut-être du débat, parce que ça n'a jamais rien d'évident. Et je trouve que déjà, rien que d'essayer de collaborer, ça veut dire qu'on a déjà fait un grand pas. Mais la route est sûrement encore un peu longue. Et donc, on accueille ce soir 3 des lauréats qui ont presque fini leur production ou qui sont sur le point d'eux. En tout cas, ils vous le diront bien mieux que moi. Donc, parmi ceux-là, donc, il y a un premier binôme que j'ai fait venir directement sur la scène. Et donc, le titre du reportage, je ne me souviens plus, mais c'est autour de la question des Roms. Donc là aussi, je vous laisserai... Rome, le combat contre l'exclusion. Et donc, juste à côté de moi, Nadine Camp, qui est directrice du développement international et du plaidoyer de Forum Réfugiés COSI. Elle vous dira aussi en 2 mots ce que c'est, et qui donc a travaillé avec 2 journalistes, deux journalistes et un photographe. Donc je m'appelle Daphne Gastialdi et il y avait Mathieu Martinière et le photographe Alberto Campi. Donc voilà, on est un collectif de journalistes indépendants. Voilà. Et donc, je présente un peu tout le monde et puis après, je leur donnerai tout de suite la parole. Donc, il y a un deuxième binôme qui est constitué... mais en fait, on n'a que Laura ce soir, parce que Laura, elle a travaillé... donc, c'est Chambéry, l'association Chambéry-Waïgouya, qui, entre autres, anime la coopération décentralisée de la ville de Chambéry, et qui a travaillé, qui nous expliquera comment elle a travaillé en fait avec tout un pool de journalistes autour en fait de la valorisation, enfin pas de la valorisation, c'est pas un bon mot, mais en tout cas en s'appuyant sur le festival La Fibala qui est organisé tous les 2 ans à Chambéry. Et le troisième binôme, c'est avec Aide médicale et développement, donc c'est un des 2 lauréats grenoblois, parce qu'il y a eu aussi Tétractis qui a produit un travail qui a été retenu. Et là, je prends mes pompes. Et donc, ce soir, ce sera Muriel Farneau, qui est vice-présidente de Aide médicale et développement, qui est accompagnée de ses partenaires, Germia Boubaya qui est journaliste, et puis Jérémy Lamourou qui est réalisateur, et eux, ils sont en train de produire un documentaire. Voilà. Donc je ne serai pas plus longue parce que je crois que je suis très bavarde, donc faut savoir m'arrêter, hein, mais non, il faut que je m'auto-arrête, donc c'est toujours plus difficile. Donc je vais tout de suite vous donner la parole à toutes les 2. D'une part, un peu pour nous expliquer comment c'est monté le partenariat, comment vous avez travaillé ensemble, pourquoi ce sujet, d'où il vient, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes retrouvés autour de ce projet-là. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir.
et merci de nous avoir d'abord d'avoir retenu notre projet dans le cadre du prix d'Ève Reporter, et puis aussi de nous donner l'occasion de présenter le fruit de ce travail entre Forum Réfugiés Cozy et We Report ce soir, pour la première fois, effectivement. Quelques mots peut-être très rapidement pour expliquer un petit peu ce qu'est Forum Réfugiés Cozy. C'est une association qui est basée à Lyon, qui est le résultat de la fusion de 2 ONG, Forum Réfugiés, donc qui accueille les demandeurs d'asile, défend le droit d'asile, travaille sur l'intégration des réfugiés depuis 30 ans à Lyon. Le COSY, qui est une association qui a vocation à soutenir et défendre les droits de l'homme et soutenir la société civile dans la région des Grands Lacs. Et donc ces 2 associations se sont réunis en une seule il y a 3 ans maintenant, avec un objectif qui est d'intervenir ici et là-bas, d'un bout à l'autre des routes de l'exil, sur le soutien, le renforcement de la société civile, de l'état de droit, et puis pour les personnes qui ont été contraintes à fuir leur pays ou à partir simplement, d'intervenir en France dans un accompagnement, un hébergement et un accès aux droits ici. Donc nous sommes partenaires du projet d'Ève Reporter depuis son démarrage. On est associés à toutes les étapes de réflexion. Et lorsque le prix a été lancé, il nous a paru effectivement répondre à un réel besoin. C'était une réelle opportunité de pouvoir travailler sur cette question du traitement de l'information liée aux questions de solidarité et de migration aussi, pour ce qui nous concerne, par les médias, avec un angle effectivement pour Forum Réfugiés Cozy un peu particulier, axé sur cette question de migration et ce lien aussi à faire avec le pays d'origine qui nous semble important, qui nous préoccupait et qui continue à nous préoccuper, d'autant plus que très souvent ces questions sont traitées de façon assez partiale, peuvent être manipulées aussi très facilement. Rosemary parlait tout à l'heure du misérabilisme, des préjugés, et c'est vraiment un point vraiment qui nous pose une difficulté quand on doit être en relation avec des journalistes, quand des reportages sont réalisés sur les questions sur lesquelles on travaille, notamment en France, mais aussi plus largement sur les questions de solidarité internationale, on s'en rend bien compte. Donc, on a choisi de répondre à cet appel à projet. On a pris contact avec We Report, qui avait déjà beaucoup travaillé sur les questions de migration, qui avait déjà réalisé des reportages sur des actions que nous menions. Donc, on savait qu'on était, on était en cohérence sur la façon de voir les choses, sur le traitement de l'information, avec ce souci, effectivement, de pouvoir aborder les questions un peu en profondeur, d'aller au-delà des clichés, parfois des préjugés, et de prendre le temps d'aborder une problématique dans toute sa complexité. Daphné complétera tout à l'heure pour le point de vue de We Report également. Mais voilà, on s'est rencontrés et puis on a défini ensemble sur le sujet sur lequel on souhaitait travailler. On ne s'est pas dit, nous, d'emblée, voilà notre sujet, on va appeler des journalistes et puis on va leur dire sur quel sujet ils doivent travailler, et puis chacun va mener son truc de son côté. Non, on a pris un temps d'échange pour définir quels étaient les sujets qui nous paraissaient intéressants par rapport à la question de la migration en général. On s'est dit qu'on souhaitait axer sur la question des Roms, puisque c'est aussi un sujet sur lequel We Report souhaitait travailler, et c'était un sujet sur lequel on avait peu l'occasion finalement de parler en France, en ayant un regard qui allait au-delà de la situation dans les bidonvilles en France et du problème, entre guillemets, des Roms tel qu'il est traité justement par les médias en général. Donc on a défini ensemble, et aussi avec la responsable du programme Andatou à Lyon, puisque Forum Réfugiés Cozy mène un projet depuis 2 ans qui se termine maintenant sur l'intégration des populations roms auprès d'une centaine de ménages, avec une proposition d'accompagnement sur le logement, la formation en français langue étrangère et puis l'accès à l'emploi. Donc on a choisi d'aborder ce sujet-là en ayant un éclairage assez complémentaire
et Daphné va vous expliquer tout de suite le reportage, mais en travaillant avec l'équipe qui accompagne les Roms ici en France, en faisant le lien aussi avec les contacts qu'on pouvait avoir en Roumanie, pays d'origine de la très grande majorité du public qu'on accompagne ici, et puis un lien également en Slovaquie où la situation est un peu différente, avec cet objectif d'avoir un double regard sur les questions d'exclusion, d'intégration, et d'avoir cette double entrée, voir aussi le côté positif ici, mais en Roumanie, en Slovaquie, sur cette question-là, et de pouvoir sensibiliser un peu largement le public et expliquer un petit peu en détail, en profondeur, la situation. Bonsoir. Donc, comme disait Nadine, il y avait quelque chose qui nous relie entre Forum Réfugiés et le collectif We Report. Donc, je vous montre rapidement notre site que peut-être certains ont vu. Ça peut donner une idée. Bon, c'est un peu déformé avec la projection, je crois, mais c'est pas grave. Donc, on est un collectif de journalistes international. Et avec notre réseau de journalistes, on a été amenés à travailler beaucoup sur les questions de migration, à commencer par les frontières et les murs. Nous, ça fait quand même 2-3 ans qu'on travaille sur les murs aux frontières, entre la Bulgarie et la Turquie, par exemple. Au mois de mai dernier, on était déjà sur la route des Balkans avec les réfugiés syriens et irakiens. Vous avez entendu parler beaucoup de ça dès le mois d'août cette année. C'est une situation qui existait déjà il y a 1 an et dont les médias se désintéressaient à ce moment-là. Nous, on a eu même du mal à vendre ces sujets alors qu'on voit le buzz médiatique et l'ampleur aussi que ça a pris ces dernières semaines. Donc voilà, Forum nous connaissait, savait qu'on se déplaçait aussi à l'étranger pour faire nos sujets, pour comprendre les routes des migrations aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en toute honnêteté, l'émigration des Roms, c'est pas quelque chose qu'on connaissait très bien. Alors oui, il nous était arrivé d'aller dans des bidonvilles roms parce qu'ils se préparaient pour une expulsion, d'être sur des sujets d'actualité un peu plus chaudes, qu'on privilégiait moins d'ailleurs. On avait envie de faire quelque chose sur du long terme, d'essayer de comprendre. Et pour comprendre, il y avait cette question du local. Il y a des ghettos, une trentaine de campements de squats de Roms à Lyon. D'où viennent ces gens? Pourquoi? Dans quelle situation ils sont? Comment sont-ils intégrés ou exclus dans leur propre pays? Et on a discuté de ça avec Forum Réfugiés, qui nous a certes bien aiguillés sur certains sujets. C'était vraiment le plus de cette relation, c'est que nous, on avait des questions, on était novices sur le sujet, il faut le reconnaître, et ils étaient aussi là pour nous donner des explications, des contacts. Ça a été assez utile. Et grâce à ça, on a pu un peu tirer le fil, aller rencontrer ces familles dans les camps à Lyon, nous rendre compte qu'une majorité d'entre elles venaient du nord-ouest de la Roumanie. Donc, on a pris un avion, une voiture, et on allait dans ce village d'où beaucoup de Roms venaient, à Tinca, au nord-ouest de la Roumanie. Et puis après, on s'est dit, OK, on saisit un bout de la situation en Roumanie. Comment ça se passe dans d'autres pays d'Europe de l'Est, en Slovaquie par exemple, où la ségrégation des Roms est beaucoup plus forte. Il y a des murs qui sont construits, des murs anti-Roms, qui séparent des villages entiers. D'un côté, on a les Roms, de l'autre côté du mur, on a ce qu'on appelle les Blancs en Slovaquie, et les Roms sont considérés comme les Noirs. Donc il y a une sorte ça frôle parfois un apartheid social, et ça, on n'en avait pas confiance avant d'arriver là-bas et avant de le voir par nous-mêmes. Et ça, voilà, c'est grâce à ce projet avec Forum, avec Dev Reporter, qu'on a pu essayer d'aller comprendre ce qui se passait là-bas, comprendre leur migration ensuite en Europe du Nord, en Europe de l'Ouest. Et du coup, on a fait plusieurs sujets. Au début, on s'était dit, on va faire un gros sujet multimédia, un webdoc, sauf qu'en fait, on n'était pas... Une fois qu'on est sur le terrain, la situation évolue, les reportages évoluent, on ne peut pas tout prévoir quand on pense à un sujet. Et puis surtout, les médias sont assez saturés de sujets sur les populations roms. C'est triste à dire, mais on a eu des retours comme ça. On a déjà beaucoup traité du sujet cette année, c'est pas le moment, parlons-en plus tard. Et donc, c'est pas si évident en fait, de réussir à placer des sujets. Au final, on a un petit peu... fait des petits morceaux à droite à gauche. On a pu faire une série de sujets pour Radio France Internationale. Et puis on a pu travailler pour la Tribune de Genève. Enfin, voilà, on a travaillé pour plusieurs médias. On a fait un portfolio sur Mediapart. Les médias se sont quand même intéressés. Mais il y a un sujet qu'on a pu faire de façon vraiment collective, c'est celui-ci. Alors je ne sais pas si vous connaissez La Cité. C'est un journal suisse indépendant qui est assez intéressant dans son fonctionnement, qui est en partenariat avec Mediapart d'ailleurs. Et ils ont tout de suite été très intéressés quand on leur a parlé du scroll, qu'on avait essayé de vendre à d'autres médias avant, comme France 24, mais
on a fait un flop, hein, ça n'a pas marché. Les Roms n'intéressaient pas ce jour-là quand on l'a proposé. Et on dépend de ça, hein, en tant que journaliste. Hein. Il y a des jours, des heures où un sujet passe plus, et puis le lendemain, peut-être que ça passerait. On ne sait jamais. Et donc voilà, la Cité était intéressée, et il nous a pris ce qu'on appelle un scroll. C'est voilà, un scroll, c'est quand on tourne la souris et on descend. Et là, on a donc un mélange. On a des photos d'Alberto Campi, on a du texte. Donc là, c'est une photo dans un des bidonvilles de Lyon, dans un camp de Lyon qui a pris en partie feu au mois d'août cette année. Et puis on arrive ensuite sur, voilà, il peut y avoir des éléments sonores, des pastilles sonores, des interviews qui s'immiscent dans le sujet, ce qui permet en fait de contenter un peu aussi tous les lecteurs, de pouvoir aller dans le son quand on est plus sensible au son, de pouvoir s'attarder sur les images si on est plus sensible aux images qu'au texte. Et ça, c'est le projet, voilà, qu'on a pu faire. Il y a un diaporama aussi. Et puis il y a également une carte interactive qui montre toute la pérégrination qu'on a faite de Lyon jusqu'en Roumanie, puis en Slovaquie. Alors, je ne sais pas si la connexion Internet est assez bonne, je vais essayer. Oui, ça marche. OK. Donc là, voilà, c'est une petite carte interactive qui permet de voir un peu dans quel coin on a dû se rendre pour rencontrer ces personnes. Vous pourrez aller vous amuser sur le site pour voir la carte. Et puis, voilà, il y a une petite vidéo qui a été faite. Donc, on a essayé de mélanger un peu tous les genres. Et ça, c'est un des projets les plus complets qu'on a pu faire en parlant des 3 pays, ce qui n'était pas non plus évident à placer dans les médias, qui souvent étaient intéressés par un seul pays. On te prend la Slovaquie, par contre, la France et la Roumanie, on s'en fiche. Ou on prend que la Roumanie. Non, on a fait trop de sujets nationaux, on va prendre que les sujets internationaux. Donc on a eu cette difficulté-là aussi par rapport au prix, où nous, on avait dit on va vendre un sujet sur les 3 pays, ça va être superbe. Bon, bah, finalement, c'est pas nous qui décidons ce qui est publié ou non. Donc il y a cette difficulté-là aussi auquel on a été confrontés, mais on a réussi. Et voilà, en gros, voilà, il y a plusieurs vidéos. Donc si ça marche, peut-être vous en montrer une. Ça, c'est un des murs anti-Roms en Slovaquie. Ça sépare un village de 8000 habitants. Il y a 2000 Roms d'un côté du mur et 6000 Blancs de l'autre côté du mur. Et c'est assez impressionnant. Et ça, on est du côté du ghetto Rom, là. Et des activistes ont peint ce mur pour qu'il soit un peu plus joyeux, parce que c'est quand même une barrière qui fait une bonne centaine de mètres en béton, qui coupe complètement le village du ghetto Rom. Voilà un exemple de mur anti-Rom qu'on a pu voir en Slovaquie. Et voilà, il y a des petites vidéos aussi, mais j'ai passé assez vite. Voilà pour la présentation d'un des sujets principaux. Nadine, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, sinon on peut peut-être montrer des photos. Oui. En fait, Alberto Campi, qui vit à Genève, devait venir ce soir et il n'a pas pu. Alors à la place, il a préparé un petit diapo photo que je vais vous laisser découvrir dans le noir. Et puis voilà, on en reparlera après. Il faut juste que je le retrouve. Alors...
Voilà, pour vous donner un aperçu en fait des photos qui ont été prises par Alberto Campi. Vous avez pu le voir sur ces photos. En fait, on s'est retrouvés dans des situations d'extrême pauvreté, dans des camps où les personnes ont des cabanes avec des branches de bois, du torchis, enfin de la terre séchée pour faire les murs, ou alors en Slovaquie, dans des barres d'immeubles complètement délabrés qui remontent à l'époque du communisme, où il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, où voilà, c'est vraiment des zones qui peuvent être abandonnées. Mais on n'a pas fait que ça non plus. On a aussi essayé de parler un petit peu des Roms qui sont intégrés en fait aussi en Slovaquie par exemple, et dont personne ne parle, surtout pas les médias slovaques, qui ne montrent que les situations les plus dramatiques, et ce qui accentue aussi le racisme dans ces pays-là. Donc il y a une vraie question sur le rôle des médias aussi, sur la vision des Roms, que ce soit en France ou dans les pays d'origine. Et donc on a essayé de faire de temps en temps, quand on pouvait, de montrer aussi des Roms qui sont intégrés, qui, du moins, même s'ils sont discriminés, ont une maison, un travail, des enfants qui ont fait des études, et qui sont comme une majorité en fait en Slovaquie notamment. Très bien, déjà bravo à Forum Réfugiés et puis à We Report pour ce travail. Ouais, je proposerais. Alors, je pense qu'on va laisser un temps de débat plutôt à la fin pour qu'il y en ait un petit peu plus, et notamment pour en savoir plus en fait sur la collaboration, parce que quelque part, je pense que c'est aussi ce que tout le monde a à l'esprit, c'est-à-dire il y a un produit qui est intéressant. Enfin, moi, ce que je retiens toujours, ce que je regarde toujours en fait dans les photos, notamment, c'est est-ce qu'on a, en quoi les gens sont représentés dans leur dignité et puis dans le respect. Et parce que je trouve que c'est quelque chose d'important. Et bon, là, j'avoue que... Et ça, je pense que c'est dû à la personnalité de notre photographe qui, en fait, les photos que vous avez vues, en fait, sont très dignes par rapport à la réalité, qui est beaucoup plus trash, désolée d'utiliser ce mot, mais on se retrouve dans des situations vraiment difficiles, qui n'étaient pas belles du tout à voir. Et il a quand même réussi à faire des photos, à redonner de la dignité à ces personnes-là dont les enfants n'avaient pas de vêtements et vivaient nus. Certains, je ne sais pas si vous vous rappelez de la photo avec un enfant avec une roue. On est resté 1 semaine dans ce village. Pendant 1 semaine, on ne l'a jamais vu habillé, cet enfant. C'était vraiment des situations d'une misère incroyable, en plein cœur de l'Europe. C'est vrai que c'était assez choquant en 2015 de voir ça et de se dire non mais oui, mais on est dans l'Union européenne, il y a des limites et en fait non. Et en fait, ça a été la question difficile pour lui. Il avait très peur de montrer, de dégrader l'image de ces personnes encore plus. Et il ne savait pas trop comment les photographier dans leur situation, dans leur contexte très difficile, misérable, il faut le dire, tout en les respectant. Très bien. On va vous mettre au frigo un petit peu, toutes les deux. Et puis, je vous rappellerai après tous pour la suite de la partie plus débat. Laura, tu viens me rejoindre. Je me sens toute seule là. Donc voilà, je vais lui donner assez vite la parole à Laura Cafos, qui est donc chargée de mission à l'association Chambéry Waïgouya, et puis qui va nous expliquer le travail qui a été réalisé et comment ça s'est passé. Bonsoir à tous. Alors juste en quelques mots pour replacer un petit peu le contexte de pourquoi l'association Chambéry Waïgouya a postulé au prix Dev Reporter Network. Donc l'association Chambéry Waïgouya est née en 91 lorsque la ville de Chambéry a décidé de lancer une coopération décentralisée avec une ville au nord du Burkina Faso qui s'appelle Waïgouya. Mais afin d'allier la dimension politique de la coopération avec la dimension de mobilisation citoyenne au sein de son territoire, la ville de Chambéry a décidé de confier la coordination et le suivi de sa coopération à l'association Chambéry Waïgouya. L'association, aujourd'hui, œuvre dans différents axes de travail, et notamment un axe qui est très fort dès le début, qui est vraiment un axe de rencontre interculturelle pour offrir des clés de compréhension aux Waïgouyalais et aux Chambériens afin d'améliorer une meilleure connaissance de l'autre pour réussir à mener des projets communs. Un des projets phares a été le projet Lafibala, le Burkina Faso en fait, qui est né en 1996. Donc c'est un festival qui a évolué avec le temps
au fil de chacune de ces éditions, mais qui a toujours eu des objectifs principaux qui sont restés les mêmes à travers les années, et notamment celui de favoriser la rencontre des citoyens, de permettre une mobilisation citoyenne à Waïgouya et à Chambéry pour que les habitants sentent vraiment que le projet de coopération est le leur et qu'ils en font complètement partie, mais aussi de permettre la promotion et de soutenir les créations artistiques entre Chambéry et Waïgouya et d'aider à la circulation les artistes burkinabés. Donc, le festival La Fibala regroupe chaque 2 ans environ 80 invités, que ce soit des partenaires de la coopération, mais aussi des partenaires d'autres collectivités territoriales, que ce soit des artistes, des artisans ou des journalistes, puisque dès le début, on a vraiment sollicité la participation des médias locaux de Waïgouya, notamment la radio La Voix du Paysan, qui travaille à nos côtés depuis la création de l'association, et les médias sur Chambéry, petit à petit, qui sont venus également se joindre à la grande famille médiatique du festival. Alors, ce projet, donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est une petite vidéo sans son pour démarrer, puisqu'en fait, le projet Dev Reporter Network qui a été présenté regroupe une diversité d'acteurs, que ce soit des acteurs en presse écrite, que ce soit des acteurs au niveau de la presse web, mais également des acteurs qui travaillent dans l'audiovisuel. À la Fibala, donc sur l'édition qui a eu lieu au mois de juin 2015, ce sont 7 apprentis journalistes chambériens qui ont été encadrés par le directeur en chef de la revue Altermonde, donc un média citoyen qui a collaboré sur les 3 jours avec un journaliste professionnel du Dauphiné libéré. Donc pour nous, c'était vraiment un défi et important d'associer 2 médias qui n'ont pas directement les mêmes lignes éditoriales, mais pour travailler ensemble à la formation de futurs journalistes, mais également pour croiser leurs regards avec des journalistes du Burkina. Donc on a eu l'occasion d'inviter des artistes radio de Waïgouya, mais également des journalistes au niveau de l'audiovisuel, notamment l'association SEMFilm, et un journaliste de presse écrite et de web du Faso.net. Donc, grâce au projet Dev Reporter, ça nous a vraiment permis d'avoir une couverture médiatique importante, jusqu'à décrocher également la présence et des retours au niveau de médias nationaux. Donc, avec la présence de Sayouba Traoré, d'un journaliste donc de RFI, qui a pu réaliser une émission de 1 heure sur la coopération dans le cadre de son émission Le Coq Chante, peut-être que certains d'entre vous connaissent, et un autre grand personnage, tonton de la radio, qui est Soro Solo, donc avec l'Afrique enchantée, le Soro Tour, qui a été parmi nous sur les 3 jours du festival et a pris le temps d'échanger avec ses apprentis journalistes, avec les journalistes chambériens, en interviewant les artistes, les artisans et les partenaires de notre coopération. Donc là, ce que vous voyez défiler à mon arrière-plan, en fait, c'est un e-magazine. L'association Chambéry Waïgouya a décidé de capitaliser l'ensemble des reportages qui ont été créés. Donc, j'ai quelques exemplaires papier. Donc là, ce sont les productions écrites des apprentis journalistes. Donc, c'était un journal par jour qui est sorti accompagné donc, par le Dauphiné libéré et Altermonde. Mais également, il y a eu énormément de réalisations radio, de réalisations audiovisuelles. Et l'ensemble de ces reportages ont été capitalisés dans cet e-magazine. L'objectif était vraiment de donner la parole aux acteurs de la coopération, mais aussi aux Chambériens et aux Waïgouyalais, pour qu'ils puissent tenter, parce qu'on n'a pas on n'a pas l'ambition de dire qu'on répond à cette question, mais de voir comment des projets culturels, tels que le festival La Fibala, impulse une dynamique sur des territoires de coopération pour aller vers un changement des comportements et une meilleure connaissance de l'autre. Donc sur ce média, sur cet e-magazine, vous retrouvez à la fois une facilité de lecture, donc sur 18 pages, avec des encarts qui vous permettent d'écouter les interviews de nos partenaires, d'accéder aux articles de la presse écrite d'Altermonde, de pouvoir écouter également les différents partenaires à la radio. Donc voilà, c'est vraiment un média aussi qui se veut pratique,
facile à diffuser dans les différents réseaux sociaux, qui s'adapte aussi aux nouvelles technologies d'aujourd'hui. Il peut être lu sur une tablette, sur un téléphone, et touche la sensibilité du lecteur si celui-ci souhaite plus se tourner vers une écoute radio ou bien lire les articles. Ça nous a vraiment permis d'avoir la vitrine, la porte d'entrée du festival La Fibala pour traiter des sujets, des thématiques de fond dans le cadre de la coopération, et notamment sur cet axe fort qui est l'axe culturel, comment la culture est aussi un levier du développement sur nos deux territoires. Je vais m'arrêter pour le moment de discuter. Je voulais vous montrer notamment un reportage qui a été créé par l'association SEMFilm Ciné Droit Libre, qui est une association burkinabé basée à Ouagadougou, à la capitale, qui a vraiment pour objectif d'utiliser le média, d'utiliser l'image pour la défense des droits de l'homme et la diffusion des droits liés à l'expression. Donc, ça fait plusieurs éditions du festival qu'on travaille avec ces journalistes. Donc, ils étaient 2 présents au festival La Fibala pour tenter de répondre à cette question, comment un événement comme La Fibala participe à une dynamique de développement des territoires. Alors de même, c'est en exclusivité, c'est la première fois qu'on le montre, donc je m'excuse par avance. On s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème technique, mais le plus important, ce ne sont pas les images, mais c'est vraiment la parole qui est donnée à nos partenaires de Waïgouya et aux Chambériens. Depuis 1996 et tous les 2 ans, la ville de Chambéry et l'association Chambéry Waïgouya Burkina Faso proposent aux Chambériens une immersion en terre africaine en plein cœur de Chambéry, au Jardin du Vernet, à travers le festival La Fibala. Pendant 3 jours, c'est un décor urbain burkinabé qui est reconstitué pour ce rendez-vous interculturel. Ainsi, une centaine d'invités burkinabés, artisans, artistes et partenaires viennent à la rencontre des Chambériens et au-delà des habitants de la Savoie pour des échanges et partages socioculturels. Les citoyens, c'est ceux qui ont mené l'insurrection populaire. Vous avez créé le ballet citoyen. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce mouvement? On a fait un travail de terrain quand même bien avant de construire, de mettre en place le ballet citoyen. Et pourquoi ce mouvement-là? Le rappeur Smokey, l'un des membres fondateurs du mouvement Le Ballet Citoyen, était l'invité d'honneur. Aux côtés de plusieurs autres invités de marque, ils ont animé des débats en direct à la radio et lors de la conférence publique qui a fait salle comble. Moi, j'ai retenu ce que j'ai lu dans la presse, le Ballet Citoyen. Évidemment, il y a le collectif anti-référendum, je crois, le cas. Et ça servi de catalyseur pour la jeunesse. Puis les femmes sont intervenues dans la danse. On ne peut pas oublier la manifestation du 27 avec les spatules. Et ça prenait encore de plus en plus. Les fissures sont... On est à la Fibala partisan en organisant un événement festif, en attirant les gens sur une approche culturelle qui est la plus simple d'approche. C'est passer un bon moment, découvrir un artiste, regarder un spectacle. Ça touche tous les publics. Donc on estime à 15 000 personnes qui passent sur le festival, qui sûrement pour la plupart ont une motivation de passer un bon moment. On arrive à leur faire passer des messages à travers ces conférences, ces rencontres, ces débats, ces séances de sensibilisation. On avait Smokey parmi nous pendant ce festival. Smokey est un musicien militant. Les artistes et artisans proposent aux visiteurs ce qu'ils ont de plus représentatif de la culture et de la gastronomie du pays des hommes intègres. Le choix qui a été fait, en partenariat d'ailleurs il y a quelques années, c'est le choix de montrer l'Afrique comme vous souhaitez la montrer. Parce que ce sont des artisans,
de Waïgouya, ce sont des artistes du Burkina qui viennent se produire pendant la Fibala. Donc là encore, c'est pas tel que nous rêvons, c'est tel que vous voulez nous faire vivre. Au jardin Nivernais, quartier général du festival, les tout-petits avaient aussi leur espace de découverte du Burkina. Il y a des enfants dont les familles sont originaires du Maghreb, et les pois de terre, ils pensaient que c'était des œufs de scorpion. Le pain de singe, ils pensaient que c'était de la peau du singe, mais ça, c'était le nom. Mais le pois de terre, la forme, donc certains enfants ont aussi d'autres références que la France, et c'est l'occasion d'ouvrir aussi à différentes réalités, à d'autres choses, et de les rendre plus accueillants aux autres, plus tolérants sur les différences. Et je vois qu'effectivement, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde est là, et que ici, on ne s'interroge pas sur la portée et l'importance de la coopération pour nos territoires. Aujourd'hui, effectivement, la difficulté, c'est que les populations s'interrogent sur le bien fondé des coopérations nord-sud, et parce que souvent, on a oublié de les concerner par ces coopérations. L'exemple de Chambéry est important parce qu'effectivement, ce festival fait que l'ensemble de la population participe de la coopération, même s'il ne va pas au sud. C'est le Sud qui vient à lui, et c'est une ouverture pour l'ensemble du territoire. Et vraiment, c'est un exemple en France de bonne coopération. Mais à côté de ça, l'important, c'est aussi sur le territoire que l'ensemble des populations soient informées de ce qui se fait et participent et partagent des moments de fête et de rencontres entre les deux villes. Que la Fibala est la partie visible, en tout cas de la coopération entre Chambéry et Waïgouya, parce qu'elle mobilise beaucoup de monde, elle est visible dans la ville, elle est maintenant très ancrée dans le territoire. Chambéry-Waïgouya, bien sûr, c'est aussi d'autres projets, plus d'accompagnement de la collectivité au Burkina Faso, puisqu'on est bien dans le cadre d'une coopération décentralisée. Donc c'est de nombreux projets qui sont menés dans des secteurs aussi variés de l'eau et de l'assainissement, mais aussi de l'état civil, mais aussi du soutien à la société civile. Nous sommes en train de boucler un programme. Voilà, donc comme le dit très bien mon collègue Samuel Caillot, donc je vous invite à aller sur le site de l'association Chambéry-Waïgouya pour découvrir les autres pans qui sont travaillés avec notre partenaire, la mairie de Waïgouya. Mais vraiment aujourd'hui, c'est vraiment qu'un petit extrait qui vous est présenté, et je me dois être le porte-parole de toutes les personnes, tous les journalistes, tous les médias, les associations avec lesquelles on a travaillé pour ce prix Dev Reporter. Donc pour moi, il est un petit peu difficile de parler au nom de tous, mais vraiment, je vous invite à vous rendre sur le site internet de l'association afin de prendre le temps de feuilleter cet e-magazine, puisqu'il a été rédigé pour aborder un ensemble de thématiques pour tenter de répondre vraiment à cette question, si la culture et comment la culture peut participer au développement local des territoires. Donc là, c'était un petit aperçu, mais voilà, pour nous en tout cas, c'était une grande richesse de collaborer et de permettre aussi à nos partenaires de Waïgouya de prendre la parole et d'échanger avec leurs homologues journalistes de Chambéry. Peut-être une petite question avant d'appeler le troisième groupe. Finalement, aussi les journalistes de Waïgouya, comment ils ont été associés en fait au sujet, ou parce on pourrait se dire, c'est en fait une commande de la ville de Chambéry. En fait, comment s'est fait en fait le travail, où se situe le travail collaboratif Alors en fait, c'est vrai que la chance entre guillemets, c'est que les médias avec lesquels nous avons travaillé, pour la plupart, ce sont des médias qui sont déjà proches de l'association. Notamment sur les médias burkinabés, si l'on parle de la radio La Voix du Paysan,
elle est vraiment à nos côtés dès le début. À chaque fois que nous nous rendons au Burkina, à Ouaïgouya, c'est le passage vraiment obligatoire de se rendre à la radio pour parler avec nos partenaires de Ouaïgouya de l'avancée des différents projets qui sont menés avec la mairie. Au niveau de SEMFilm, c'est la 3e fois que nous travaillons avec eux. On a été également surpris sur le traitement de l'information qu'ils ont fait par rapport à cette thématique-là, puisqu'au début, on ne s'attendait pas à... Vous verrez sur le reportage du 11 minutes, ils ont choisi aussi de mettre le regard sur certains programmes ou d'interviewer certaines personnes que nous n'aurions pas forcément imaginées. Donc ils ont vraiment eu une liberté. Et nous, c'était vraiment ce qui nous intéressait aussi, c'était d'avoir leur regard, le regard de journalistes burkinabés, en tout cas pour ce reportage-là, sur ce qu'était ce festival, sur ce qu'il apportait sur le développement du territoire ici et là-bas. Puisque dans la suite du reportage, vous verrez des interviews de personnes de Ouaïgouya. Très bien. Merci beaucoup, Laura. Je vais tout de suite... juste, où est Cécile, hein? Cécile, est-ce qu'on pourra déborder un tout petit peu ou pas? De 5 minutes? D'accord. Donc, si l'équipe de AMD et puis Jérémy, Germia me rejoindre. Je ne sais pas comment vous voulez vous installer. Donc là aussi, même principe, même punition. Vous allez sûrement vous présenter, j'imagine, les uns les autres. Je ne sais pas comment vous avez, qui va commencer, peut-être entre les trois. Et au moins pour nous expliquer un petit peu le sujet, voilà, comment tout ça a commencé, qui est venu chercher l'autre pour un reportage qui a la spécificité de traiter d'un problème qui a beaucoup mobilisé les médias l'année dernière. Et je me rappelle qu'au forum d'Annemasse, on en a beaucoup parlé, qui est le problème de l'épidémie Ebola. Donc voilà, je vous laisse gérer vos micros. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Germia. Je suis journaliste freelance en dehors d'autres activités et j'ai donc travaillé avec Jérémy qui est réalisateur documentaire et on a donc sollicité Aide médicale et développement puisqu'on était sur les mêmes problématiques de santé publique et notamment donc au Sénégal où AMD a un certain nombre d'activités et donc là je laisserai Muriel plus tard en parler. Donc juste pour expliquer pourquoi en fait on s'est intéressé à ce pays-là, moi j'ai passé pas mal de temps là-bas sur des expériences professionnelles journalistiques et puis pour une dernière assez longue avec le ministère des Affaires étrangères. Il se trouve que j'ai eu des opportunités, c'est aussi des choix de ma part d'aller travailler dans un média national au Sénégal il y a quelques années. Et par ailleurs de travailler dans un ministère sénégalais aussi sur des missions éducation et culture. Donc j'ai un lien avec ce pays et voilà, depuis pas mal de temps. Et quand on a vu cet appel à projet, en tout cas pour ma part, en ce qui me concerne, quand je l'ai vu, ces deux domaines dans lesquels je suis liée depuis pas mal de temps, ça a vraiment résonné en moi parce que voilà, il y avait à la fois cet aspect journalistique, cet aspect de coopération internationale et de solidarité qui me parlait et puis surtout dans ce qui était proposé de mise en valeur des partenaires du Sud, de ne pas tomber dans des clichés, dans des images qu'on voit malheureusement trop souvent dans les médias internationaux, voilà, sur comment ces problématiques sont traitées. Donc, ce qui nous convenait complètement avec Jérémy. On était vraiment sur le même état d'esprit par rapport à ce traitement médiatique. Et l'idée, c'était par rapport à tout ce qu'on avait vu autour d'Ebola. On s'était vraiment emparé de pas mal de reportages, d'émissions autour de ces questions-là. Et donc, on était vraiment dans des sujets d'actualité brûlante, avec des images très dures.
Et on s'est rendu compte que la parole était de façon assez prépondérante donnée à des partenaires du Nord. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et nous, l'idée, c'était vraiment, en cohérence avec ce qui était proposé par le projet d'Yves Reporter, de vraiment aller donner la parole à des professionnels africains, et notamment des experts sénégalais. Donc notre choix s'est porté sur un poste de santé à Dakar, le dispensaire Saint-Martin, qui est dans un des quartiers les plus populaires de Dakar, en plein centre-ville, donc le quartier de Rebeuss. Donc ce dispensaire a un certain nombre de spécialités, en fait. Donc c'est un dispensaire qui a plus d'une 50aine d'années, qui fonctionne, on va dire, plutôt bien dans le paysage local. Et l'idée, c'était donc d'aller leur donner la parole au personnel soignant, alors formé ou non, ça après ce sont des réalités aussi locales, mais en tout cas d'aller voir ce qu'eux, ils étaient en train et ce qu'ils avaient mis en place autour de la prévention sur Ebola. Sachant que le Sénégal n'a pas été un pays touché de la même façon que les 3 autres pays principaux, mais c'était vraiment de voir ce qu'eux mettaient en place, alors aussi bien avec une aide extérieure, mais aussi par leurs propres moyens, et puis aussi en fonction de leur propre réalité. Donc voilà, je pense que je ne vais pas en rajouter plus là-dessus, parce que je pense que j'ai posé le contexte. Aide médicale et développement, on était très ravis qu'ils acceptent, parce qu'en fait, c'est nous qui sommes allés vers eux. On les a contactés dans un premier temps par mail et par téléphone. Donc on a rencontré Muriel avec Bertrand Devimeux, qui est le président d'AMD. Et du coup, ils ont écouté ce qu'on avait à leur raconter. On leur a fait une proposition de partenariat, d'association sur cette problématique-là. Et nous, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est que déjà, ils nous ont fait vraiment d'emblée confiance sur ce qu'on leur proposait. Et on a eu une totale liberté éditoriale et dans le choix vraiment de tout, du sujet, de la façon de travailler, de ce qui s'est passé sur le terrain. Et donc, pour le coup, nous, on était partis au départ pour faire plutôt une forme, on va dire, classique, institutionnelle. Et puis, il y a eu des situations qui se sont présentées sur place qui font qu'on est, du coup, parti plus dans le réel. On a pu avoir la possibilité d'être en immersion auprès de cette équipe, en fait, de personnel soignant et non soignant du dispensaire Saint-Martin, et ce qui fait qu'on est parti sur un film documentaire. Voilà. Donc je vais peut-être laisser Jérémy ou Muriel rajouter, AMD, parler un petit peu aussi de comment ils ont vécu la chose. Alors, je m'appelle Muriel Farneau, je suis sage-femme de profession et vice-présidente d'Aide médicale et développement. Juste 2 mots pour vous parler d'Aide médicale et développement. Pour certains d'entre vous, vous connaissez, pour d'autres non. Donc, c'est important de replacer l'association du coup dans le contexte du partenariat. AMD, c'est une association de solidarité internationale qui existe depuis 28 ans maintenant sur Grenoble et qui agit du coup dans des pays du Sud, en moyenne en 5, 6, 7 pays. Donc on intervient dans la thématique santé. En résumé, on intervient sur 3 volets. D'une part, la réhabilitation ou la construction de structures de soins. D'autre part, sur un volet équipement pour équiper ces structures de soins dans lesquelles on intervient. Donc, ça peut être un dispensaire, ça peut être une maternité rurale ou urbaine, ça peut être un service dans un hôpital ou une structure de santé plus conséquente. Et puis, on intervient ensuite dans le domaine de la formation, de la sensibilisation et de l'éducation à la santé. Notre but, donc on est une association de développement, donc on agit dans le renforcement des compétences locales. Donc on s'appuie sur des structures qui sont déjà existantes et le but est de renforcer ces compétences, soit logistiques, soit humaines, soit au niveau de la formation. On avait déjà un premier point commun, c'était la sensibilisation et l'éducation à la santé. C'était déjà un point commun qui nous reliait, puisque le sujet que souhaitaient traiter Jérémy et Germia n'était pas sur la pathologie Ebola, mais sur la sensibilisation de la population et l'éducation du personnel soignant à comment réagir si jamais. Donc c'était déjà une thématique qui nous était commune. Ensuite, on intervient donc dans différents pays, et notamment au Sénégal, dans lequel on est présent depuis une bonne dizaine d'années maintenant, et depuis quelques années dans le cadre de la coopération décentralisée avec le Conseil général de l'Isère. Ça nous est déjà un deuxième point commun, c'était le pays.
Ensuite, alors initialement, ils devaient également aller sur Tambacounda, là où également sont une grande partie de nos actions. Mais ils sont allés, ils ont concentré leur reportage sur Dakar. Et c'était un troisième point commun pour nous, puisque dans les projets que l'on a en fait au Sénégal, on a un projet sur la mise en place et la sensibilisation, le dépistage et le traitement des enfants malnutris. Et dans ce cadre-là, on a mis en place sur Tambacounda un centre de rééducation nutritionnelle. Et nos agents de santé, en fait, qu'on en a souhaité former, des agents locaux qu'on en a souhaité former, on les a envoyés en fait au Crène Saint-Martin, qui est le dispensaire, en fait, là où le reportage a été tourné. Ça nous est un troisième point commun, puisqu'on connaissait du coup, on connaissait la responsable du dispensaire, qui est une sœur qui est pédiatre. Donc on avait entièrement confiance en fait dans le personnel local, dans les interlocuteurs soignants locaux. Donc ça nous réunissait en fait. On ne se connaissait pas, mais finalement on avait déjà des personnes qu'on connaissait en commun, des lieux communs et des pays en commun. Donc même si au départ, effectivement, quand avec Bertrand, ils nous ont dit on a envie de travailler sur Ebola, on s'est dit mais Ebola, nous on connaît pas le sujet, on n'intervient pas dans ce domaine-là, mais au fur et à mesure de la discussion, on s'est aperçu qu'on avait finalement d'autres points communs et que le sujet devenait intéressant pour nous et que du coup leur œil, qui n'est pas un œil sanitaire, si on peut dire, finalement il allait être une valeur peut-être ajoutée pour nous et que ça devenait vraiment intéressant d'avoir ce reportage sur l'éducation à la santé, pas version soignant, mais version médiatique, si on peut dire, version journalistique. Et on s'est dit, ça peut être une valeur ajoutée pour nous dans l'association et dans notre travail localement. Et peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui vont nous sauter aux yeux ou qui vont nous intéresser dans ce reportage, auxquelles on n'avait pas forcément pensé, nous, sur le terrain. Donc, et du coup, nous faire avancer aussi dans notre travail en partenariat avec les soignants dans la thématique éducation à la santé. Donc, Ebola est un sujet, mais finalement, la façon dont eux souhaitaient le traiter, ça devenait beaucoup plus large que simplement Ebola. Et c'est devenu vraiment intéressant pour nous, quoi. Peut-être un mot du réalisateur ? Ouais, enfin on est deux réalisateurs. D'accord, donc de l'un des deux réalisateurs. Non, mais juste en fait, je pense pour nous, ce qui était le plus compliqué, c'était de percevoir Ebola depuis la France avant d'être là-bas. Donc on s'est longtemps posé la question comment travailler là-bas, et puis finalement on est parti. Et puis on est resté 18 jours sur place et puis tout s'est fait là-bas. Ça veut dire que tout ce qu'on avait pensé a volé en éclats. Parce que finalement, on était parti dans quelque chose de plus institutionnel et puis on s'est retrouvé avec une situation concrète de prise en charge de cas suspects. Et puis c'est ça qui a donné un peu le tournant du film, parce qu'au début on devait faire quelque chose qui faisait 15-20 minutes et là on est plus sur un format d'1 heure. Après je pense que ce qui est... Bon, moi je me considère pas du tout comme journaliste, mais comme réalisateur de films documentaires. Ma position, c'est d'essayer de trouver des espaces où les gens peuvent porter un point de vue. Ça veut dire à la fois dans l'image qui est donnée, dans moi ce que je propose et dans les spectateurs qui puissent construire leur point de vue sur une réalité. Ce que pour nous était important, au-delà de la parole qui a pu nous être donnée là-bas sur place, c'est aussi la manière dont on a travaillé avec des journalistes, non pas des journalistes occidentaux, parce que malheureusement, comme tu le disais assez justement tout à l'heure, on nous a renvoyé que hors du djihad, de la famine et des guerres, la formation du personnel soignant à Ebola au Sénégal n'était pas un sujet. Ce qui est bien triste. Mais par contre, on a travaillé en fait avec des journalistes sénégalais, donc à TFM et au Quotidien, donc à la fois pour faire un article de presse écrite qui va être écrit par Germia Boubaya et Gilles Arsène, et puis de l'autre côté avec Barkaba, qui est le directeur éditorial d'une chaîne au Sénégal. L'idée, c'est de diffuser le film au Sénégal, donc on espère que ça va pouvoir se faire. Et puis voilà, peut-être on va vous montrer on appelle ça un teaser, une bande-annonce. Juste préciser que
le film n'a pas été mixé ni étalonné, que vu les conditions du centre de santé, qui est dans un quartier populaire extrêmement bruyant, le son n'est pas très très bon, mais bon, ça va, on comprend l'essentiel. Mais voilà, l'idée, c'est nous, on est sur la deuxième phase où on va monter un financement participatif pour augmenter un peu les capacités de renforcement du projet, afin en fait de pouvoir payer un mixeur et un étalonneur pour que le film puisse être et un traducteur, même s'il a déjà bossé, pour que le film puisse être vu dans les meilleures conditions. Voilà, on va regarder le teaser et puis ouais, voilà, okay. C'est rapide. Hein. Merci. Pas d'Ebola sans fièvre. Donc c'est vraiment le premier signe pour dire que Ebola est là. Et donc c'est ce critère-là qui va nous permettre justement de commencer notre traitement. Tous les malades qui sont fébriles, on va les mettre de côté pour questionner. Questionner sur les autres symptômes. Parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas que la fièvre, il y avait la diarrhée, est-ce qu'il y a des saignements, etc. Après cela, regardez, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui est en contact proche, qui soit malade ou qui vient d'ailleurs. C'est un peu gênant de garder comme ça sans avoir là où le placer, parce que la salle n'est pas encore prête. C'est un peu gênant. Alors Savonne, qu'est-ce qu'elle fait? Vous voyez la réalité? La réalité c'est ça, que personne ne veut. On fait des textes, c'est très beau, très bien dit, et puis voilà. J'ai dit à Dominique de prendre le passe, de faire la route de personne. Oh, c'est pas encore. Voilà. Ça donne envie de voir la suite et le début aussi. Très bien, merci beaucoup. Peut-être que c'est l'heure qui est au débat. Peut-être que, du coup, moi, je vais pousser, puis je vais vous laisser venir sur la scène et puis on va rentrer un peu dans une discussion. Je pense que vous avez sûrement des questions, des points à préciser, parce qu'il y a toujours des choses qui peuvent être incomplètes ou mal compris. Donc, si vous voulez bien venir, je pense que je dois pouvoir prendre un autre. Et voilà. Asseyez-vous. Alors, c'est le moment fatidique. Hein. Donc, oui, il y a déjà une première question. Regardez. Si vous voulez bien vous présenter. Oui. Véronique Moreira, je suis vice-présidente de la région Rhône-Alpes et présidente de Resaco.
Donc le projet, je le connais un peu sur le papier, et puis parce qu'on en a parlé souvent, mais je suis très contente d'avoir vu ces films, d'avoir entendu la façon dont vous avez conduit vos partenariats. Bon, ça donne, c'est vrai, envie de voir des choses qui sont très différentes. Bon. Mais quand même, moi, ça me pose une question. Le projet Dev Reporter Network, il a pour objectif, me semble-t-il, de rapprocher le monde de la solidarité internationale du monde des médias ou du monde des journalistes. Et là, ce qu'on voit, c'est des partenariats entre des personnes, remarquez, c'est intéressant, hein, des personnes qui ont déjà une sensibilité commune. Vous avez dit, on a plein de points communs. Vous étiez déjà intéressé par la question des Roms. Vous, votre partenaire n'est pas là, mais on voit bien qu'il y a déjà une proximité. Et alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est quel est votre point de vue sur le rapprochement de ces deux mondes? Comment ce type de projet va-t-il contribuer à rapprocher le monde de la solidarité internationale du monde des médias qui, vous l'avez dit en même temps, est extrêmement éloigné, puisque très souvent, ce que vous portez, ce n'est pas leur sujet? Je veux bien commencer par donner une réponse. En tout cas, en ce qui concerne l'association Chambéry-Waïgouya, on se rend compte qu'on n'a pas forcément la même relation avec les médias au niveau local à Chambéry qu'avec les médias au niveau de notre ville partenaire Waïgouya. Il y a un peu un automatisme lorsqu'on va à Waïgouya où on se rend vraiment compte, surtout au niveau de la radio, donc qui est très écoutée dans la ville et dans les 37 villages de la commune de Waïgouya, où on nous offre vraiment cette place pour aller en profondeur, pour traiter des thématiques, des programmes de la coopération qui sont menés avec la mairie de Waïgouya. Alors que sur Chambéry, la difficulté qu'on a jusqu'à aujourd'hui, qui j'espère va évoluer, c'est souvent on a la porte d'entrée événementielle, assemblée générale, lancement d'appel à bénévoles, festival La Fibala, où là, on arrive facilement à attirer l'œil du Dauphiné Libéré ou d'autres radios ou d'autres médias au niveau local. On se rend compte que notre difficulté première, c'est premièrement d'arriver à vulgariser tout ce qui concerne nos programmes, qui sont plutôt techniques. Par exemple, si on prend le programme d'accès à l'eau potable, on se rend compte qu'on a du mal, même nous, techniciens, à vulgariser pour le grand public ce genre de programme. Deuxième difficulté qu'on rencontre, c'est le format qui est demandé par les journalistes avec lesquels on a l'habitude de travailler. Lorsqu'on a envie de rentrer vraiment dans des thématiques de fond concernant les programmes de coopération, souvent on ne rentre pas dans les 1000 signes ou dans la demi-page qui nous est demandée. Donc là, j'espère maintenant qu'on a réussi à collaborer une première fois, que ce soit avec le Dauphiné Libéré, RCF, France Bleu, que la confiance s'est établie et que dans l'avenir, on sera amené à traiter en profondeur de certaines thématiques ou de certains projets, de faire vraiment un focus, par exemple, sur un projet qui est mené avec la mairie de Waïgouya, en imaginant aussi de pouvoir donner la parole à nos partenaires de Waïgouya, puisque la rencontre s'est effectuée. Voilà. Alors, de notre côté, c'est très différent parce que nous, on est des journalistes indépendants, donc on n'est pas intégrés dans une rédaction, on ne travaille pas tous les jours à France 3 ou à RFI, donc on a une double indépendance, déjà une indépendance par notre métier, et en plus on est indépendant d'une rédaction. Donc c'était pas du tout naturel pour nous, forcément, de travailler avec une ONG en partenariat. Et je pense que pour Forum Réfugiés aussi, c'était une expérience nouvelle. De travailler avec des journalistes, c'est pas leur passer commande d'un sujet comme à des rédacteurs. Donc du coup, il a fallu qu'on apprenne à se connaître, qu'on discute. Nous, on fait en plus très attention dans le collectif à respecter ce côté indépendance éthique, et on a eu beaucoup de discussions sur le sujet. Il se trouve que juste avant de voir l'appel de Dev Reporter, on a testé une première fois la collaboration avec une ONG. Quelques semaines avant, on a sorti un web documentaire sur Radio France Internationale sur une équipe de demandeurs d'asile de football qui est basée à Lyon. Et en fait, le souci qu'on a en tant que journaliste freelance ou réalisateur ou autre, c'est qu'il n'y a plus de frais quasiment pour aller sur le terrain, surtout à l'étranger. C'est très compliqué de trouver des financements pour partir en reportage en Slovaquie, au Burkina, au Sénégal, je ne sais où. C'est vraiment la galère. Et on a testé ça. RFI a été d'accord de diffuser notre sujet. Par contre, ils ne pouvaient payer aucun frais et ils pouvaient nous payer très très mal sur 6 mois de travail. Du coup, il y a le Secours catholique qui a aidé cette équipe de demandeurs d'asile. Nous, on avait déjà lancé le projet. Ils nous ont dit, mais si vous voulez, nous, on veut bien vous aider, parce que c'est un projet qui vaut le coup d'être fait, non pas en 3 jours, mais en 3 mois, 6 mois, 1 an.
Et du coup, on a mis des conditions à cette collaboration et ça a très bien marché. Une première fois, le Secours catholique nous a laissé une indépendance mais totale, n'a jamais relu nos sujets, n'a jamais exigé quoi que ce soit. Et en fait, comme il y avait eu cette première bonne collaboration où on a pu sortir un sujet de qualité sur 6 mois de travail qu'on n'aurait jamais pu sortir sans l'aide d'une ONG en plus du média, ça nous a beaucoup rassurés. On s'est dit, essayons une deuxième fois sous un autre modèle en participant à ce prix. Testons la formule, hein. Clairement, c'est pas naturel. Et du coup, on l'a fait ensemble et ça s'est très bien passé. Mais on a dû discuter, effectivement. On avait des craintes sur la volonté de relecture qui, au début, était inscrite dans la Convention. On s'est dit, il y a 2 contraintes. Relire un sujet ou réécouter un sujet ou visionner un sujet avant diffusion, nous, ça nous pose problème parce que c'est vrai que c'est normalement les rédacteurs en chef qui le font. Et donc, on a discuté ouvertement avec Forum Réfugiés de ça. Et en plus, il y a une contrainte technique qui est le temps. Quand on doit rendre un sujet le 2 novembre et qu'on le boucle le 1er novembre à minuit, parce qu'on est toujours en charrette, comme on dit en tant que journaliste, c'est quand même délicat de le faire relire par quelqu'un avant de l'envoyer au rédacteur en chef. Donc voilà, on avait toutes ces interrogations. Et au final, en parlant ouvertement, ça s'est très bien passé. Peut-être juste pour compléter, effectivement, l'intérêt du projet des reporters ici, c'était effectivement de pouvoir aborder les choses différemment. C'est une relation différente avec les journalistes. Alors effectivement, il y a cette exigence d'indépendance des journalistes, et ça, il a fallu vraiment se caler parce que en tant qu'ONG, on travaille sur un projet, le projet a été déposé dans le cadre de Dev Reporter, et nous, travailler sur un projet, c'est des échanges, des allées-venues entre les différents interlocuteurs du projet. C'est pas du tout la façon de fonctionner des journalistes. Donc il a vraiment fallu caler les choses. Néanmoins, on a pu travailler en amont sur le sujet, comment on le définissait, le cadre, comment on allait avancer, et ensuite les journalistes ont fait leur travail. Et ça, c'est quelque chose qui est bien différent de la relation qu'on peut avoir avec les journalistes d'habitude, puisqu'ils viennent nous voir, ils nous disent, voilà, nous, on veut vous interviewer sur tel sujet, ils interviewent, ils prennent ce qui les intéresse à la fin de l'entretien, et puis ils diffusent. Là, on a pensé les choses ensemble, et ça permet vraiment de faire passer un message différent. Après, effectivement, la question, c'est quel média va relayer quand on travaille avec des journalistes indépendants, et ça a été relayé quand même. Mais il y a cet obstacle-là, et c'est peut-être un autre volet sur lequel il faut travailler peut-être un peu différemment pour avancer. Mais ça permet quand même une relation assez, de qualité qui est différente de celle qu'on peut avoir d'habitude. Jérémy qui voulait... Ouais, moi je pense que en fait, nous, on est des ONG de l'image, que ce soit médiatique ou journalistique ou de réalisation, et on ne peut pas se battre contre France Télévisions, TF1, BFM. Il se trouve que nous, on connaît des journalistes qui bossent dans ces groupes-là, qu'on a contactés, et c'est eux qui nous ont dit « ça sert à rien de proposer, ça ne les intéresse pas ». Ça, moi, personnellement, j'en ai fait le deuil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le robinet d'information, il suit un truc brûlant en permanence. Les sujets de fond, il n'y en a pas, quoi. C'est un peu triste, mais c'est un niveau qui nous dépasse. Moi, je crois que l'intérêt d'un tel, justement, appel à projet, c'est de permettre de renforcer des initiatives locales. Moi, je m'estime être un petit artisan de l'image à mon niveau. AMD, c'est une petite association, et je trouve qu'ensemble, on arrive à produire un sujet. S'il est diffusé au Sénégal, c'est super. Ici, il y a plein de manières de diffuser l'information autrement qu'en passant par ces gens. Et moi, vraiment, je pense qu'on est obligé à un moment donné de faire sécession à notre niveau pour pouvoir diffuser, sinon on ne le fait pas. Après, par exemple, pour donner un exemple concret, là tout à l'heure on a eu une discussion avec Muriel sur les sous-titres. Moi, j'ai pas envie de sous-titrer quand les Sénégalais parlent en français, et Muriel pense que c'est important de sous-titrer pour que tout le monde ici puisse comprendre. Bon, on a un débat. Oui, non, mais on a donc un débat qui est bien le produit de cet appel à projet. Moi, si j'avais fait le film, déjà, je pense que s'il n'y avait pas eu l'appel à projet, il n'y aurait pas eu le film. Et que ce film, à un moment donné, il est bien produit dans ce cadre-là. Après la diffusion, on espère qu'il y aura des possibilités, mais qui passeront par le tissu associatif, et que ce soit dans le cinéma documentaire ou dans la coopération internationale. Mais c'est sûr que la télé et les grands médias, mais bon, moi je trouve que c'est super. Leur sujet, je l'ai vu d'ailleurs sur Mediapart avant
qui soit que je le vois aujourd'hui, qui a été diffusé sur Mediapart. Je savais pas que c'était vous d'ailleurs, et je me suis dit ah bah c'est super, il y a un média d'audience nationale qui est quand même pratiquement le seul média sérieux en France aujourd'hui, enfin en tout cas qui a cette audience, qui diffuse ce sujet, et je trouve ça bien. Bah oui, mais c'est quand même bon, c'est ma position. Oui, voilà. Une petite chose pour compléter, tu te parlais des gros médias. Nous, on a réussi à collaborer en tant qu'indépendants avec des ONG, mais quand on présente le projet à un rédacteur en chef d'un média en disant on est partenaire d'une ONG, il faut les rassurer, il faut leur expliquer que ce n'est pas une commande, que nous sommes indépendants, libres, que ça c'est voilà, qu'ils ont respecté ce travail-là. Et il y a des petites difficultés. Par exemple, il faut mettre dans ce projet-là, il faut mettre une mention en expliquant que c'est le projet Dev Reporter. Et ben c'est pas facile à mettre dans un média parce que tout de suite ils ont peur d'être aussi taxés de dépendance, qu'il y ait des intérêts. Ben, au final, Mediapart notamment a accepté de mettre une mention et l'a cité aussi, mais sur certains médias c'est plus compliqué et ça peut se comprendre aussi. Donc il faut y aller mollo sur ce genre de collaboration aussi. Nous, on a, enfin pour corroborer, on a eu ces retours-là donc d'amis proches qui sont RFI. France 3 et puis Libération qui ont tout de suite tiqué en fait sur cette proposition. Donc on a été confrontés à un débat là-dessus et puis en plus de ce que Jérémy soulignait sur le fait que pour eux c'était pas un sujet. Qu'en fait Ebola ça se résumait à un nombre de morts, voilà, une situation misérabiliste, une tragédie, voilà, c'était la formation du personnel en fait ça les intéressait mais pas du tout. Et ils vont le regretter parce qu'on a envie de voir la suite là. C'est parce que est-ce que c'est parce que la question de l'actualité reste le dogme de beaucoup de ces médias-là Oui, je pense, oui. Après, c'est vrai que, par exemple, le journaliste qu'on avait contacté à RFI, qui donc est très porté sur les questions autour du djihadisme, des djihadistes français, quand je lui ai parlé un peu du sujet, pour lui, vraiment, c'était... moi, il m'a dit, bon, on se connaît très bien, il m'a dit, en fait, c'est pas un sujet, ton truc, quoi. Voilà. Il m'a dit, c'est inintéressant. Enfin, il m'a dit, je vais t'expliquer les médias français. Ce qui les intéresse, c'est les femmes voilées, les djihadistes, les femmes violentées, les femmes en galère dans les pays du Sud. Enfin, voilà, toutes les images sur lesquelles, justement, ce projet-là voulait un peu lutter. Enfin, complètement même. Donc, du coup, c'est vrai que là, je lui ai dit, écoute, effectivement, on n'a pas de... Enfin, on va pas... Voilà, on se connaît très bien, mais voilà, c'était pas possible d'envisager une association ou quelque chose ensemble, même sur le terrain. Et finalement, je trouve que c'était pas plus mal, parce que, donc, comme le disait Jérémy, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, on a travaillé avec des journalistes au Sénégal, et il va y avoir notamment, parce qu'on n'en a pas parlé, mais des... Enfin, si, il en a parlé rapidement, mais des articles écrits que je vais co-rédiger avec un journaliste qui travaille depuis plus de 10 ans maintenant dans le même quotidien. Et l'idée, c'est d'avoir un certain nombre d'articles autour d'Ebola. Et puis, on espère et on croise les doigts que ce soit diffusé sur cette chaîne nationale. Très bien. Je crois qu'il y a plein d'autres questions. Peut-être on va prendre plusieurs questions et puis on aura des réponses plus collectives. Valéria Marcolin de Culture et Développement. Donc, je ne les pose pas sous forme des questions, mais c'est des questions collectives qu'on partage tous. En fait, la première remarque, en voyant ces outils, qui pour moi sont des outils culturels qui véhiculent aussi une idée, la première réaction que j'ai en tant que responsable d'association, c'est de me dire j'ai besoin de ces outils-là pour promouvoir nos actions à nous tous au quotidien, tous les jours, mais je n'ai pas les moyens pour les porter au quotidien. Donc, soit il y a une action comme celle très pertinente de Dev Reporter qui peut nous aider à produire ces genres d'outils. Diversement, au quotidien, les ONG de taille petite et moyenne aujourd'hui n'ont pas ces moyens. Donc, par exemple, collectivement, pour réfléchir à une suite de ces projets, qui pour moi est un des plus beaux projets que j'ai pu suivre dans les temps récemment, qui est très important. On a beaucoup parlé des questions de préjugés, donc le rôle de médias en termes positifs et négatifs. Quelle est la suite qu'on pourrait envisager au niveau régional, au niveau collectif, pour faire en sorte qu'effectivement, peut-être par des productions collectives de plusieurs associations, on puisse 1 ou 2 fois par an faire un résumé de nos actions
et les porter auprès du public, je vais dire Rhône-Alpin parce qu'on a un Rhône-Alpes, mais ça peut avoir une diffusion nationale et internationale. Ça, c'était une première remarque, question, suggestion. La deuxième, par rapport à ce que a suggéré comme question tout à l'heure Madame Moreira, j'ai travaillé sur des questions de presse pendant des années. Effectivement, les réponses sont souvent celles que vous avez très justement dites autour de la table. Je pense que là aussi, par exemple, si on voulait essayer de capitaliser sur le travail qui a été fait, même si les journalistes qui ont travaillé avec les ONG dans les cas de Dev Reporter sont clairement proches par sensibilité, même si Altermonde est un média qui est forcément proche des ONG, du coup c'est forcément plus facile d'interagir avec eux qu'avec France 3, etc. Ça a permis de travailler avec des journalistes qui peuvent parler à des journalistes pour leur expliquer comment traiter les questions de solidarité et d'entendre les problématiques des chefs des rédactions, donc de les convier autour de la table au niveau régional, et après on peut encore une fois parler du niveau national, pour leur dire voilà, on a un problème de représentativité de la vision du monde auprès des citoyens, donc c'est une responsabilité collective. On peut se dire que ça ne fait pas partie de l'actualité, que ce n'est pas un sujet, mais c'est un sujet, donc comment on peut l'aborder par rapport à vos contraintes, à vous, éditoriales, au quotidien. Et je pense que c'est que dans l'échange, dans l'écoute de leurs contraintes, au-delà du sensationnel, qu'on peut essayer de trouver des moyens pour que les médias, soi-disant France 3, RFI, je le considère comme un média qui parle tous les jours de ce genre de questions et qui serait en mesure de parler de la question d'Ebola, par exemple. J'ai entendu énormément de sujets sur les centres de santé. Donc, vraiment, les médias les plus difficiles, comment on peut établir un dialogue de longue durée avec eux, non pas pour attendre tout de suite des résultats, mais pour voir quelles sont les stratégies. Est-ce que c'est des quotas? Est-ce que c'est une charte qu'on peut leur proposer sur les médias régionaux, par exemple, de coopération entre les secteurs, avec les services de la région ou avec les villes, par exemple, au niveau local, pour qu'ils parlent de temps en temps, de manière régulière, autour de ces questions. Voilà. J'essaie d'être le plus rapide. Merci. Peut-être on va prendre les autres questions. Il y avait voilà, des messieurs et une dame. Bien, moi, je voudrais aller droit dans le but, comme on dit. Bon, sur des grandes questions, notamment les questions politiques, eh bien, journalistes indépendants ou ONG, c'est-à-dire organisations non gouvernementales qui ont besoin des sous qui se trouvent chez les gouvernements, il y a un gros problème. C'est que vous représentez en quelque sorte, les journalistes, le quatrième pouvoir, si je ne me trompe pas, ou cinquième pouvoir, quatrième. Hein. Et donc vous êtes tellement influent sur l'opinion publique dans les pays où il y a un vote, eh bien on ne va pas laisser comme ça les choses. Bon, clairement, chaque instrument médiatique, journal télévisé, etc., radio, il est plus ou moins piloté par une influence politique, un lobby, etc. Donc, ne masquons pas les choses. Même en France, hein, un pays démocrate, de liberté, etc., ces phénomènes existent. Et donc, les journalistes qui essayent de faire quelque chose qui est inhabituel, eh bien, peut-être vos collègues journalistes, ils acceptent, ils aiment bien, mais ça bloque là-haut. Et je sais très bien, moi, que dans des conflits très sensibles comme les conflits israélo-palestiniens, il y a des très bons reportages qui sortent pour les droits des Palestiniens, mais ils sont sanctionnés à gauche, à droite, et ils sortent quelques petites choses médiocres. Bon, il y a une grande question pour la démocratie en France ou dans le monde occidental. Ça, c'est le fond de la question. Maintenant, il y a une chance pour vous. C'est que vous êtes jeune, vous êtes en train de faire une alternative. Vous êtes en train de parachuter les grands, instruments médiatiques. Et des fois, vous les gênez. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Internet, il y a le travail associatif, il y a les gens qui parlent. Et bravo, il faut continuer. Sauf que vous avez un grand défi. Comment vous allez vivre, construire une famille, avoir un salaire à la fin du mois? Toute la question est là. Moi, je sais bien, je suis libanais. Il y avait une certaine liberté des journaux au Liban.
Mais maintenant, il n'y a plus. Notamment avec l'argent des pays du Golfe. Quel est ton prix, un journaliste indépendant? 50 000 $? Non. Écoute, c'est 1 million de $. Tais-toi, ferme-la. Excusez-moi les termes. On achète avec le pétrodollars, etc. Et en France, c'est pas ça peut-être, mais on n'est pas probablement très loin. Voilà. Très bien, merci. C'est clair que la question du modèle économique des médias, notamment français, est sûrement au cœur de cette question-là. Vous n'êtes pas présenté, monsieur? Oui, moi, je suis un citoyen international. Très bien. Merci, monsieur le citoyen international. David Tillus en Haïti, moi c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'avais participé avec un atelier à Barcelone sur la question d'Èvre bretonne. Et là, ce soir, ça m'a vraiment interpellé. Je vois quelque chose autour de la table pour les organisations de la société civile, les organisations de base, les associations, et parce qu'il y a une difficulté pour que ces associations arrivent à mettre en exergue et leur réalisation, montrer les bonnes pratiques, ce qui marche. Et ce soir, j'ai regardé les reportages, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que là-dedans, il n'y a pas une sorte d'ingérence, et encore, c'est des sujets qui concernent des territoires, et je pense que là, il y a quelque chose à creuser, et par rapport avec cette expérience-là, à valoriser même au niveau des pays. C'est ça un point commun, comme le Nord, le Sud, on a besoin de ces genres d'initiatives quand on n'a pas de grande organisation. Et ma question derrière, comment vous voyez l'avenir? Parce que vous êtes en train d'attaquer un système bien organisé, bien structuré. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous pensez que les journalistes peuvent s'associer aux ONG, aux associations pour montrer des bonnes pratiques? Est-ce que vous n'avez pas peur ce qui va arriver en mettant en exergue ces genres d'initiatives? Et en même temps, est-ce que vous n'avez pas de psychose de peur pour le métier de journaliste même, en tant que tel? Parce que ça m'intéresse, ça m'interpelle, et il y a des résultats concrets par rapport avec cette initiative. Là, j'ai peut-être une question qui sera reposée demain dans la table ronde. En tout cas, on vous questionne beaucoup sur votre avenir. Hein. Non, mais on va sauver les médias. C'est pas le plus important. Il y avait une dame, et ça va être la dernière dame. Je suis désolée pour donner le temps aux journalistes, enfin pas aux journalistes, à nos invités, de répondre avant que nous ne soyons plus que qu'on nous mette dehors. Oui, Rabat Altaf, je suis grand reporter spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient et j'interviens justement demain à la fameuse table ronde sur les médias. J'ai deux grandes questions de fond à poser. Je vais être un petit peu Cassandre. On peut taper sur les médias lourds, je suis la première à le faire, sauf qu'il y a un grand décalage au niveau du temps entre les médias lourds, l'information telle qu'elle est traitée sur nos chaînes, et vos préoccupations, et notamment les documentaristes, dont je fais aussi partie. Je travaille sur la durée. Première question, ce grand décalage. Et je pense que les organisations de l'assistance humanitaire devraient se la poser, cette question. On n'a pas les mêmes préoccupations quand on est dans un média et qu'on diffuse largement à une population, quelle que soit l'orientation, que quand on a les préoccupations d'une ONG qui doit travailler des mois et des mois, préparer en amont, etc. etc. Enfin, voilà, d'un point de vue objectif. Donc le facteur temps. La deuxième chose que je vois aussi, c'est que même si effectivement vous êtes des journalistes sensibilisés par les questions humanitaires, je le suis aussi, avoir comme commanditaire finalement, vous posez ça en termes de partenariat, mais quelque part il y a aussi une partie institutionnelle, puisque quand vous travaillez dans un dispensaire, justement, qui est où sont formés le personnel d'AMD, non pas votre personnel, mais où il y a des projets liés à ce dispensaire, effectivement, quelque part aussi, quand on voit le sigle d'une organisation humanitaire sur le film,
tout de suite, pour celui qui regarde, ça fait institutionnel. Donc moi je comprends aussi pourquoi il y a cette méfiance. Et puis le troisième point, c'est que les grandes organisations humanitaires ont aussi habitué par leur campagne la télévision à traiter l'aspect humanitaire uniquement sous l'aspect misérabiliste, pour la simple raison qu'il faut à ce moment-là faire monter le thermomètre émotionnel pour récolter des fonds. Donc il ne faut pas se voiler la face non plus. Il y a des mauvaises habitudes qui ont été données et qu'effectivement il y a tout un travail à faire maintenant auprès des médias, et notamment d'abord en termes de campagne publicitaire, pour changer complètement ce rapport misérabiliste à ce qui se passe à l'autre bout du monde, et faire en sorte effectivement que des sujets comme le vôtre, je suis sûre que si reformaté, ça pourrait passer sur des chaînes. Je pense notamment à Arte, effectivement, reformaté. J'ai vu les petits trucs, mais j'imagine le reste. C'est pas de l'ordre de l'impossible non plus. Donc il ne faut pas tout de suite se ghettoiser. Il y a quand même des espaces. Il y a effectivement les diffusions alternatives, il y a le net, mais il y a aussi des espaces à retravailler sur les médias lourds pour les habituer à d'autres pratiques. Très bien. Donc là, il y a beaucoup de questions. J'espère que vous avez choisi celle à laquelle vous vouliez répondre. Il y avait beaucoup autour de votre avenir, aussi du modèle économique des médias, ne pas rester en dehors, mais être aussi un pied ou danser avec les loups, je ne sais pas. Donc, Jérémy, on s'y lance ? Non, mais bon, mon avenir, je pense que c'est pas vraiment le sujet. Mais pour répondre à ce que vous dites, en fait, moi, j'ai pas l'impression de me ghettoiser. Hein. Mais vraiment, après, moi, j'estime que non, mais oui, parce qu'en fait, moi, je vais pas faire le travail à la place des éditorialistes. Je veux dire, il y a des chaînes en France, je veux dire, on regarde le robinet de reportage qui est diffusé, qui est complètement délirant. Je veux dire, une chaîne comme TMC, c'est hallucinant ce qui est montré. Je veux dire, ça, à un moment donné, c'est des choix qui sont faits, c'est des choix qui sont faits par des éditorialistes qui sont aux commandes, et je veux dire, ils s'en foutent de ça. Vraiment, complètement. Après, oui, évidemment, Arte, on peut tenter Arte. Peut-être, mais Arte, le problème, c'est que le seul programme, c'est la lucarne, et c'est un programme qui est de plus en plus réduit, de plus en plus tard, et il y a une case dans la semaine. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il y a une vraie crise en ce qui me concerne par rapport au cinéma documentaire, dont nous ne sommes pas responsables. Après, j'entends ce que vous dites sur les organisations internationales qui provoquent aussi l'aspect misérabiliste, l'urgence, machin, pour que les gens donnent. Mais moi, j'ai l'impression que nous, on n'a pas travaillé justement avec ce type de méga ONG. On a travaillé avec une petite organisation internationale, et pour le coup, qui je trouve, il se trouve que moi, avant d'être documentariste, j'ai travaillé dans la solidarité internationale, et ce qui m'a intéressé dans AMD, c'est le fait que justement leur objectif, c'est de former. Voilà, c'est de former pour qu'à un moment donné, les pays du Sud s'émancipent de la mainmise du Nord sur leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a touché personnellement, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un intérêt au niveau local. Après, penser que nous, on peut aller sur France 2, TF1, et puis pour ainsi dire, moi, quand je vois un reportage avec AMD, alors peut-être vous dites que c'est institutionnel, moi je vois un reportage avec TF1, je me dis c'est institutionnel, tout autant. Donc en fait c'est compliqué la relation, quoi. Il se trouve que nous on a pu travailler, après l'idée c'est que le film porte cette parole. Nous on a travaillé de manière totalement libre avec un objectif, c'est que les gens qui étaient là-bas au Sénégal par rapport à cette crise d'Ebola qui n'est pas vraiment arrivée au Sénégal mais dont ils ont quand même subi des conséquences, on puisse les entendre et qu'on puisse comprendre leur point de vue et leur position dans l'espace social, dans cette histoire aussi de coopération internationale. Et moi j'ai l'impression qu'on a réussi à un moment donné à atteindre cet objectif-là. Et si au moins on peut entendre ce que eux vivent de leur côté par rapport à ça, et pas avoir toujours le point de vue des Européens sur cette réalité-là, bon, je trouve que c'est déjà pas mal, même s'il reste plein de choses à faire, c'est sûr. Et juste pour ajouter sur donc du coup AMD, qui effectivement il y a un lien avec le poste de santé où on est allé, ce qui est important quand même de préciser, et qui était aussi une des conditions dans le projet, c'est qu'à aucun moment nos interlocuteurs d'AMD, dont Muriel, nous ont demandé de parler de leurs actions, de leurs activités, et de se rendre justement à Tambacounda où nous on voulait aller au départ.
et de se rendre justement dans le centre de santé où eux forment du personnel. Donc à aucun moment dans le film, en fait, il y a le personnel que AMD forme. Enfin voilà, il y a vraiment eu, on a eu une liberté entière en fait sur notre travail, hein, vraiment. Je me suis peut-être mal exprimée tout à l'heure. Il se trouve que le centre de santé, effectivement, qu'ils connaissent, c'était un hasard qu'on connaisse le même centre de santé. Donc c'était pas ni une volonté de notre part, ni une volonté de leur part. On s'est rendu compte qu'on connaissait les mêmes personnes. Donc et c'est simplement, enfin quelque part, ça a aussi ça nous a rendu encore un peu plus convaincus parce que si le personnel soignant effectivement a été formé dans ce centre de santé à Dakar, c'est que nous, on avait confiance justement dans ce qui se faisait et qu'on avait confiance dans les soignants, qu'on savait la qualité de leur formation et que effectivement, on ne connaissait pas Jérémy et Germia, on ne connaissait pas vraiment la thématique, mais on a eu confiance en fait dans leur travail. Donc ça a été une belle opportunité, mais comme le dit Germia, AMD est hébergeur quelque part de leur projet, mais on n'a pas de regard sur ce qu'ils font et ce qu'ils vont nous présenter, on va le découvrir. Mais par contre, ça nous a donné confiance. Voilà. Peut-être sur un autre sujet, entre autres pour rebondir sur ce qu'a dit Valéria Marcolline, est-ce que les graines qu'on a semées à travers déjà ce premier essai de travail en commun, est-ce que ça, c'est des choses qui peuvent ensuite être partagées avec d'autres journalistes? Oui, non, à quelles conditions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée là-dessus ou Je pense que c'est un format intéressant, mais à mon sens, je parle vraiment en mon nom, je pense que c'est bien si c'est ponctuel. Si il y a l'idée que vous évoquez avec une sorte de charte, avec un média, c'est quelque chose de régulier, pour moi, c'est pas possible parce que ce sera pour le coup vraiment institutionnel, ce sera presque de la commande. Donc ça, pour moi, ça ne marcherait pas. En revanche, voilà, sur des actions une ou deux fois par an sur un projet qu'on n'aurait pas pu faire honnêtement sans ce projet, je veux bien l'assumer. Ça, c'est quelque chose où on a cette liberté totale. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, d'autant plus, vous le disiez, qu'on cherche des alternatives. Et effectivement, en tant que freelance, on a une certaine précarité, alors qu'on essaie de faire des sujets de fond et de ne pas être dans le hard news, et forcément, ça demande des moyens. Et ces moyens, on ne les a pas forcément aujourd'hui. Donc c'est intéressant, on ne peut pas faire ça tous les jours, parce que pour le coup, on serait effectivement employé d'une ONG, mais sur une collaboration avec des limites, un respect du travail des uns et des autres, moi, je trouve ça intéressant, d'autant plus qu'on est en train de réfléchir sur des nouveaux systèmes, modèles économiques des médias, avec des fondations. Bon, voilà, il y a des choses en soi qui commencent à émerger. Pourquoi pas, occasionnellement, ce genre de collaboration. Pardon, juste pour préciser, pour que ça puisse être réfléchi, quand je parlais de charte, c'est plutôt dire qu'il y a une rubrique dans certains médias qui est dédiée à ça, et la rubrique est entièrement gérée de manière indépendante, clairement, par les journalistes. Et mon idée, juste pour répondre avec vous, c'était plutôt que vous, avec votre expérience en tant que journaliste, avec une rencontre qui pourrait par exemple être portée par ESACOP avec les partenaires italiens et espagnols, donc lui donner en plus une dimension internationale, ce qui serait intéressant parce que c'est toujours plus porteur, c'est d'inviter d'autres journalistes des médias locaux, régionaux et nationaux à parler de votre expérience pour leur dire comment vous avez vécu cette expérience et comment on peut raconter la coopération, juste parce que c'était, je pense, important de le préciser. Moi, je pense que moi, je te rejoins sur ce que tu dis, sur le caractère ponctuel qui, à mon avis, est important peut-être à conserver à l'avenir. Mais moi, je crois que ce qui est surtout important et ce qui est intéressant dans ce type de collaboration, c'est justement d'amorcer, de nourrir un dialogue entre justement des journalistes qui sont sensibles et intéressés par ces problématiques-là, autres que sous un regard cliché, et de continuer ce dialogue, en fait, de l'entretenir, parce que du coup, je pense que ça peut, à terme, changer un petit peu la façon de traiter ces sujets-là, et ça permet en fait de mieux s'approprier aussi les réalités locales et de terrain, en fait. Oui, et moi je viens témoigner là aussi de ce qui s'est passé dans le projet. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, alors peut-être parce que nous-mêmes on a été aussi peut-être plus efficaces, qu'on a eu le bon vocabulaire, je ne sais pas, mais on s'aperçoit petit à petit qu'il y a plus de journalistes qu'on pense, qui sont sensibles à ça, qui aujourd'hui, dans le cadre dans lequel ils travaillent, ne sont pas en capacité finalement
beaucoup bouger, mais il manquerait des fois pas grand-chose pour qu'ils le fassent. Et donc, moi, je suis d'accord sur le fait de dire que ce dialogue, il est nécessaire de l'entretenir, parce que si on arrête le dialogue, on retombe au point zéro, et là, c'est fini. On retombera dans les vieux clichés habituels. Voilà, alors est-ce que je me tourne vers la maîtresse du temps? Il reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a encore... Oui? Alors c'est une question? Bonsoir. Donc nous ici on est des étudiants de CICM, donc Coopération internationale et communication multilingue de Stendhal. Ça nous intéresse vraiment de voir cette espèce de partenariat. Et en fait la question que je me suis tout de suite posée au moment où vous avez parlé, surtout le premier groupe et même ensuite, c'est on a tout de suite été propulsé dans le fait que vous soyez dit, bon alors les Roms viennent de là-bas, donc on a pris la voiture, on y est allé. D'accord? Mais du coup, à quel moment vous vous êtes mis d'accord en vous disant quelle position on va avoir une fois qu'on va arriver là-bas? Parce que la position d'une ONG quand elle arrive, ça va être vraiment normalement connaître le contexte, avoir une analyse, je dirais pas anthropologique, mais une espèce quand même de mission exploratoire un peu. Et le côté journaliste, ça va pas être le même statut de base. Et donc du coup, quelle est la réaction de la population qui va arriver? Journaliste et ONG. Moi personnellement, dans les deux cas, je serais un petit peu ONG et journaliste. Et quand même, c'est deux choses différentes. J'aurais un peu peur de cette idée de voyeurisme et d'arriver dans la vie des gens, en fait. Comment ils le prennent? Je dis pas que c'est mal, hein, je dis juste que j'ai du mal à voir comment vous avez fait un partenariat à ce niveau-là pour que les gens acceptent, en fait. Alors, vous allez recontextualiser tout ça? Oui, très rapidement. Je vous rassure, on ne se parachute pas non plus sur un sujet. Il y a tout un travail de préparation. Et justement, cette collaboration avec Forum, pour répondre à ta question, nous a mis en contact avec des locaux. Des locaux qui nous ont mis en contact avec des locaux. Des locaux qui nous ont mis en contact avec des locaux. Donc, en fait, si tu veux, c'est le travail de tout journaliste. Quand on part sur un terrain, on évite d'arriver avec un petit parachute. On essaye d'avoir les contacts en amont. Donc, ça peut partir d'un fixeur. Ce qu'on appelle un fixeur, c'est une personne, un local qui connaît bien le terrain, qui peut nous aiguiller. Bon, non, on passe pas forcément par des fixeurs, mais là, Forum Réfugiés nous a mis en contact avec une ONG sur place dans le village où on voulait aller, qui faisait travailler des Roms comme médiateur social avec les personnes. Donc c'était parfait. Grâce à eux, on a eu des contacts d'autres personnes. Des journalistes locaux nous ont donné d'autres contacts parce qu'ils avaient étudié, ils avaient travaillé dans la région. Et en fait, voilà, c'est toute cette mise en relation qui nous permet de travailler. On n'arrive pas avec un petit casque Forum Réfugiés bleu pour travailler. C'est vraiment quelque chose qui s'est construit. Et on a eu des échanges de contacts. Et voilà, ça a mis des semaines de préparation. Pareil pour la Slovaquie, en fait, dans tous les pays où on va, on a déjà un réseau de personnes sur place qui vont nous aiguiller, qui vont nous donner le contexte, l'analyse, pour nous permettre de mieux comprendre et mieux travailler. Donc c'est en ça que ça a été assez positif aussi la collaboration, c'est qu'on a eu plus de contacts que ce qu'on aurait eu tout seul. Il y a des ONG, des médiateurs, des journalistes sur place, et du coup, vous n'avez pas introduit ça au début. Et moi, ça m'a manqué, parce que je pense que c'est l'origine du tout. En fait, on l'a gardé pour la partie débat, donc c'était parfait. Bravo. Il faut toujours garder des billes. Très bien. Je crois qu'on va s'en arrêter là. C'est un débat qui n'est pas fini. Bravo, oui. Bravo à tous. Juste pour vous dire que, Romain, tu vas me souffler. On pourra voir tous ces produits sur le site de Dev Reporter Network d'ici quelques semaines. Donc je vous invite, y compris à vous abonner au blog si vous voulez continuer à suivre ce qui est fait dans le projet. Et puis encore un grand merci à toute l'équipe, évidemment du MACOP, mais aussi du cinéma Juliette Berthaud, qui nous permet, par ces heures tardives, d'être encore ensemble à discuter de ces sujets passionnants. Merci beaucoup.